Voilà à quoi ressemblait autrefois une grande partie des forêts allemandes. Et voilà ce à quoi elles peuvent ressembler aujourd'hui. En quelques années seulement, cette forêt vieille de plusieurs dizaines d'années est devenue méconnaissable. Ce phénomène se répète dans de nombreuses régions d'Allemagne, d'Europe et d'Amérique du Nord. Une situation catastrophique? Non, il pourrait même s'agir d'une bonne nouvelle. Mais pour comprendre pourquoi, revenons un peu en arrière, voire même plus qu'un peu, jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Une grande partie du continent est alors en ruine, il faut reconstruire, et les forces alliées, c'est compréhensible, veulent obtenir des réparations de la part de l'Allemagne. Mais le pays est ruiné, elles conviennent donc que l'Allemagne paiera en partie en matériaux, par exemple en bois. Beaucoup de bois. Selon certaines estimations, l'équivalent de 10% des forêts du pays. Les forestiers doivent donc replanter de grandes superficies le plus rapidement possible pour les reconstituer. Et quel arbre ont-ils choisi? L'épicéa. Ce qui, avec le recul, n'était peut-être pas la meilleure décision. Mais à l'époque, cela semblait être une bonne idée. Pour comprendre pourquoi, nous nous rendons en Thuringe, dans le centre de l'Allemagne, pour rencontrer Fanny Poité, une garde forestière. L'épicéa a une croissance rapide. Il produit souvent du bois droit et de bonne qualité qui peut ensuite être facilement transformé par les scieries. Il peut être utilisé pour les meubles et pour les planchers. Il peut vraiment être utilisé dans plein de domaines. Et c'est également pour cette raison que cet arbre est très lucratif. Les exploitants allemands en ont planté à grande échelle et en rangées bien régulières, ce qui facilite l'accès à la récolte. L'épicéa est l'arbre le plus répandu en Allemagne et représente plus d'un quart de toutes les forêts. Mais cette situation est en train de changer rapidement, car ce qui a rendu cette monoculture si rentable est aussi son talon d'Achille. Les étés sont plus longs du fait du changement climatique, les forêts sont donc trop sèches et les arbres ont soif. Les épicéas en particulier ont besoin de beaucoup d'eau, mais leurs racines sont peu profondes. Ils ne peuvent donc pas accéder aux nappes situées plus en profondeur. Et c'est un désastre pour les arbres et les humains et une aubaine pour un petit insecte. Le voilà, le scolyte. Cette petite bête s'est frayé un chemin dans de nombreuses forêts d'Allemagne et d'Europe. Comme vous l'aurez deviné, le scolyte adore l'écorce. Il perce des trous dans l'arbre et libère des phéromones pour attirer un partenaire à l'intérieur. Ils se reproduisent et pondent des œufs dans l'arbre. Un arbre en bonne santé produit généralement de la résine pour boucher les trous et se protéger des coléoptères. Mais les arbres assoiffés et affaiblis en sont incapables et le scolyte en profite bien. Il y a 5 ans, la surface était encore entièrement boisée. Mais si elle était infestée l'année dernière, il est tout à fait possible qu'elle le soit encore cette année, en l'espace de quelques semaines. Les coléoptères rongent les strates qui transportent les nutriments et l'eau. Les épicéas meurent alors de soif et de malnutrition. Le coléoptère se répand progressivement en Allemagne et en Europe. Et plus il fait chaud, plus le scolyte se reproduit. Le parc national du Harz, au centre de l'Allemagne, où nous nous rendons, permet de voir à quoi ressemble une infestation de scolytes à grande échelle. Environ 90% des épicéas sont morts. Le scolyte est venu, s'est rassasié et il a poursuivi son chemin. Et il ne laisse que des ruines sur son passage. Nous rencontrons Roland Pitsch, directeur du parc national du Harz. Si la région du Harz est si durement touchée, c'est parce qu'elle présentait une très forte concentration d'épicéas. Mais pour Roland Pitsch et pour beaucoup d'autres, ce scénario post-apocalyptique n'est pas une catastrophe, bien au contraire. Pour lui, le scolyte n'est pas le méchant de l'histoire, c'est en fait une opportunité masquée. La question est de savoir ce qui se passe ici. Les vieux épicéas ont disparu et la forêt qui s'installe est autochtone. Quand vous voyez la force et la vie qui s'y trouvent, je trouve cela magnifique, génial et excitant. Les gardes forestiers du parc ont abattu une partie de la forêt pour constituer une sorte de cordon de sécurité. Ce dernier doit freiner l'avancée de l'insecte et éviter la contamination des forêts avoisinantes. Mais pour le reste, le parc national a décidé de laisser faire la nature sans lutter contre le scolyte. Et la nature fait ce qu'elle a à faire. Certaines parcelles ont besoin d'un coup de pouce, ce qui signifie que les espèces autochtones autrefois délogées par les monocultures d'épicéas sont en train d'être replantées. Mais ce n'est qu'une partie
de l'histoire. Le parc national est une zone protégée qui ne peut plus être utilisée pour produire du bois. Une mesure qui ne concerne que 3% environ de l'ensemble des forêts allemandes. Le reste est exploité par des sylviculteurs publics ou privés, par exemple pour la production du bois. Et la demande va probablement augmenter car le bois peut être un matériau de construction très durable et renouvelable. Les arbres sont régulièrement contrôlés pour vérifier qu'ils ne sont pas infestés et lorsqu'une infestation est constatée, les arbres sont marqués. Ils sont ensuite abattus et enlevés dès que possible afin d'enrayer la propagation du coléoptère. Ces opérations laissent derrière elles de vastes zones d'arbres abattus prématurément. Pour éviter qu'une telle situation ne se reproduise, l'approche consiste à parier sur un éventail d'espèces. Nico Frischbier est chercheur en sylviculture. Il tente de découvrir la bonne formule pour créer les forêts du futur. Et voici quelques candidats. Pour commencer, il y a les vieux briscards. Le hêtre, le chêne et le sycomore sont adaptés aux basses altitudes. Ils peuvent survivre avec moins d'eau car leurs systèmes racinaires sont plus profonds. Ensuite, il y a les nouveaux venus, comme le sapin de Douglas. Originaire d'Amérique du Nord, il peut également supporter des températures plus élevées et des périodes de sécheresse. Ces arbres sont déjà de bons candidats, mais si nous continuons à réchauffer la planète, nous devrons intégrer de nouvelles espèces. Pour savoir lesquelles pourraient convenir, les services de Thuringe mènent depuis plus de 10 ans une expérience dans la zone la plus sèche de la forêt. C'est plus compliqué, notamment parce qu'il faut s'occuper de plusieurs espèces d'arbres mélangés. Chaque arbre a sa vulnérabilité. Les coûts de prévention varient pour chaque espèce. Il faut donc effectivement beaucoup d'investissements jusqu'à la commercialisation. Mais de notre point de vue, cela en vaut la peine car on réduit justement les risques. On a peut-être plus de dépenses et un rendement plus faible, mais le propriétaire forestier est moins exposé aux risques. Cette méthode de sylviculture et l'approche du parc national, c'est l'espoir d'un avenir meilleur pour toutes les forêts du monde.